Bonjour à tous. Merci d'être en si grand nombre pour ma conférence L'agilité, même dans les tests. Donc, on va rentrer tout de suite dans la grande question, mais pourquoi moi je me lève le matin, puis pourquoi je suis ici aujourd'hui avec seulement 5 heures de sommeil? C'est tout simplement parce que ça fait déjà 10 ans que je fais du développement logiciel et j'ai dévoué ma carrière et je continue à dévouer à prouver que peu importe le contexte, peu importe les délais, c'est toujours possible de livrer de la qualité dans ce qu'on fait, dans le développement logiciel, et que la pierre angulaire pour faire ça, c'est vraiment les tests automatisés. Il y a plein d'autres choses, mais c'est la pièce principale. Donc, je me présente, Jean-Philippe de Courval, père de 3 enfants et 2 chiens, oui, vie très occupée, et j'ai aussi 2 compagnies, DevSites, compagnie spécialisée en développement logiciel sur mesure, donc applications web et mobile, et également Paramix Coaching, notre spin-off, qui est une application web qui assiste les coachs dans l'exécution de leur coaching et aussi on va dire, de vider leur cerveau et prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, je veux commencer par s'assurer qu'on parle le même langage. Donc, je vais avoir quelques termes et définitions. On va essayer de passer rapidement pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Mais c'est important qu'on puisse après ça parler les mêmes choses, que vous compreniez mon langage. Parler un peu de théorie. Je vais partager quelques-unes de mes recettes, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas ou d'autres qui sont potentiellement incomprises. Et on va parler ensuite de ça, comment on peut être agile avec tout ça. Et on va terminer avec un peu d'ouverture sur qu'est-ce qui arrive par la suite en 2024. Donc, on se lance tout de suite. Vous allez m'entendre parler de composantes, de modules, et c'est important que je vous mentionne que je vais parler aussi de 2 types de frontières, des frontières souples et des frontières solides. Les plus évidentes, c'est tout ce qui est frontières solides. Donc, on a une composante, donc un morceau de logiciel, composé de plusieurs modules plus logiques avec des entités, peu importe qu'est-ce qu'on a. Et frontières solides, c'est les plus évidentes. C'est quand je me rends, exemple, à ma base de données, quand je fais un appel à une API externe, donc je passe sur le réseau, quand je fais écrire un message dans une message queue ou un Kafka. C'est super facile à identifier, c'est sûr qu'on remarque immédiatement. Ça, c'est des frontières solides. Les frontières souples, c'est des choses qui sont un peu moins évidentes. C'est quand vous parlez d'un module à un autre. Vous avez votre module employé qui parle à votre module de facturation, par exemple, ou autre chose. Donc, sont un peu moins évidentes, mais absolument, si vous faites une bonne architecture logicielle, c'est assez facile de les spotter. Donc, vous allez m'entendre parler de frontières souples et de frontières solides immédiatement, parce qu'il y a plusieurs, on va parler de portée au niveau des tests. Donc, vous allez m'entendre parler de petits, moyens et larges. Je y vais vraiment dans le simple. C'est volontaire au niveau des portées de tests. Je vais en parler en long et en large. Donc, je vais vous mettre dans le contexte immédiatement. Donc, vous avez une application logicielle, un système par exemple, pour simplifier, on y va avec une architecture clean. Donc, vous avez vos entités, vos use cases, tout votre business logic, vos règles d'affaires sont au centre. Et tout ce qui, on va dire, tout ce qui amène des portes d'entrée à l'extérieur, vraiment, à vos couches les plus loin, à vos feuilles. Quand on parle de petits tests, donc quand on parle de petits tests, des tests à petite portée, on ne traversera aucune frontière de notre système. Donc, on va rester à l'entièreté à l'intérieur de notre système sans jamais en sortir. Donc, le plus simple, c'est tout ce que vous connaissez tous des tests unitaires, évidemment. On teste une classe, évidemment, il n'y a pas de plus petit morceau que ça. Mais tester un regroupement de plusieurs classes ensemble, on prend un API back-end, par exemple. Donc, si vous testez de votre contrôleur jusqu'à votre DAO, votre repository, c'est encore un test petit, vous n'avez pas traversé de frontières potentiellement. Donc, c'est encore un test qui est hyper rapide, avec tous les avantages qui viennent avec ça. On continue. On monte un peu dans la portée et dans la pyramide. On parle des tests moyens. Les tests moyens se définissent en fait qu'on traverse une seule couche. Donc, si je fais un test qui traverse toute mon API, mais qui se rend à ma base de données, pour vrai, et qui revient, c'est considéré comme un test moyen. De l'autre côté, si je fais un test avec un client HTTP qui appelle mon API, donc il va traverser ma couche sur le réseau, il va rentrer dans mon contrôleur, il va être interprété, etc., mais qui ne se rend pas à ma base de données, c'est encore un test moyen. Et le dernier, les évidents, les tests larges, c'est que là, on traverse l'entièreté du système. On n'a pas beaucoup de contrôle. On a passé à travers le réseau, la base de données, notre voisin, etc. Et là, on a un peu moins de contrôle. Mais on peut encore avoir des tests larges qui sont uniques à notre système. Je vais parler d'autres définitions. Je vais parler aussi de mock. Un mock, pour moi, c'est un stub et un spy. Qu'est-ce que c'est un stub et un spy? Un stub, c'est que ça manipule le comportement. Donc, vous en avez tous fait aujourd'hui des mocks. Vous avez pris une classe, vous avez mocké la classe qui est juste à côté pour changer le comportement, pour pouvoir simuler votre scénario de test. Ensuite de ça, un spy, c'est quand vous faites vos assertions, vos vérifications en fait sur vos mocks.
Donc, vous avez en fait la possibilité, c'est possible dans pratiquement tous les frameworks, d'aller simplement mettre un spy ou un espion sur une classe, ne pas changer son comportement et juste valider comment elle a été appelée, par exemple. Des exemples super concrets, je peux vous donner. Un stub, souvent, on a des classes de logger, etc., puis on veut juste s'en débarrasser. Parfois, on va simplement les stubber pour qu'ils ne fassent absolument rien, mais on ne les vérifie pas. On n'a pas besoin de faire un full mock, on peut aller simplement avec un stub. C'est un exemple parmi tant d'autres. On va parler aussi des fois de fake, c'est qu'on simule le comportement. Je vais en parler un peu plus tard dans la présentation, mais vous pensez peut-être à des wiremock ou à des fake servers ou des choses comme ça. On simule un comportement, on ne le change pas, on ne remplace pas. C'est un morceau de code qu'on fait pour se débarrasser d'un autre morceau au complet. Et les fausses données, les dummies, très utiles dans les tests, évidemment, de bases de données, où c'est qu'on doit aller mettre des données dans la base de données pour notre scénario. Je finis bientôt sur mes termes et définitions. Petit tour rapide sur, peut-être vous avez entendu parler de black box testing, white box testing et du gray box également. Black box, c'est quand on teste un système, on n'a absolument aucune idée du détail à l'interne. Donc, vous testez un système legacy, vous n'avez aucune idée comment c'est fait à l'intérieur, vous avez juste la route, les API, puis vous avez le Swagger ou la définition du contrat, c'est tout. C'est du black box testing. White box testing, c'est complètement l'inverse, c'est quand vous avez l'entièreté du détail de l'implémentation en arrière, vous avez tester votre propre code, par exemple. Et le gray box, c'est quand on est dans le milieu. On connaît une partie, mais on ne connaît pas tout nécessairement. OK. Rappel théorique. C'est quoi les avantages d'avoir des tests automatisés? Le premier, c'est que ça commente et assiste le développement. Donc, c'est un outil de travail pour nous, développeurs, d'écrire des tests pour avoir du feedback, avoir de la rétroaction, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre système, est-ce qu'on a une bonne architecture. Ça va également critiquer le produit. Certains types de tests, comme des tests de performance, des tests exploratoires, vont critiquer finalement qu'est-ce qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on résout le bon problème? Est-ce que c'est assez performant? Est-ce que ça fonctionne? Ça a également l'avantage de réduire le risque de régression. Donc, on augmente notre niveau de confiance. Vous écrivez des tests sur un morceau que vous comprenez super bien aujourd'hui. Dans 6 mois, je vous le garantis que vous n'en rappellerez pas. Parce qu'on fait tellement de code, on ne s'en rappelle absolument pas. Et les tests, eux, vont toujours être là. Ils sont collés dans le temps. Ça permet des cycles de développement plus courts. On parle beaucoup de shift left, DevOps, etc., agilité. Ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement parce qu'on est confiant, on a une bonne stratégie de test. Nos tests sont là pour nous sauver. Ils vont vérifier qu'on ne cause pas de régression en tout temps. On peut continuer à avancer sans ralentir. Et la dernière chose, c'est la meilleure documentation. En fait, c'est la seule documentation à jour que vous pouvez avoir en tout temps assurée sur vos systèmes logiciels. Je vois des sourires, là, mais moi, j'en ai rencontré des systèmes où c'est que je rentre dans un Confluence, je regarde toute la documentation, puis je rentre dans le code, c'est pas ça du tout. Alors, moi, mon réflexe, c'est que je rentre dans les tests en premier. Je vais voir les tests automatisés. Les tests vont me dire exactement qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui dans le système. Ils sont obligatoirement à jour, sinon c'est parce qu'ils ne sont pas exécutés. Ça, c'est encore pire. Un test automatisé, qu'est-ce que ça ne peut pas être? Ben, ça ne peut pas prédire. Ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent, OK? Ça ne peut pas suggérer non plus. Ça ne peut pas raffiner votre code, surtout collaborer. En d'autres mots, c'est que ça ne peut pas réfléchir comme un humain. OK? Si vous restez le maître en arrière des tests, c'est vous qui devez réfléchir. On passe très rapidement sur le cadran de test. Tout ce que je veux mentionner ici, c'est qu'il y a quantité de types de tests aujourd'hui, OK? Je ne les nommerai pas tous, c'est beaucoup trop long. Il y en a qui sont plus orientés technologie, il y en a qui sont plus orientés entreprise, critiquent le produit, guide de développement. Bref, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une liste incalculable de noms, de types de tests. Puis en plus, on pourrait s'assiner sur plusieurs noms qui sont là, dans les définitions. Puis c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre qu'il y en a qui sont là pour tester plus technologique. Le développement, il y en a qui vont être plus sur le produit et orienté entreprise. La pyramide d'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est tout simplement, on parle majoritairement des tests petits, c'est ce qu'on va viser. On va essayer d'avoir 20-30% de tests moyens, puis on essaie d'avoir le moins possible de tests larges et le moins possible encore de tests manuels, mais ils sont encore là aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier. Et plus on monte dans la pyramide, bien évidemment, plus c'est coûteux en temps de développement, en temps de maintenance, etc., en temps d'exécuter les tests. Et plus on monte, moins ils sont fiables, moins ils sont répétables et moins on peut avoir confiance en eux. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours viser les plus petits en premier. Le moment intéressant. Les recettes. Alors,
je vous partage certaines de mes recettes. Je commence par, évidemment, la plus évidente, les tests petits. Je l'ai bien mentionné tantôt. Tout ce qui est test unitaire, tout ce qui est test aussi de plusieurs classes ensemble, tant aussi longtemps que je ne traverse pas de frontières. Pardon. Maintenant, test d'intégration avec une base de données. OK. Donc, vous avez une composante avec sa base de données. Il y a plein de manières de tester ça. La plus vieille de tous, c'est avec des tests larges. Donc, on y va avec un système 100% intégré, un staging, j'ai l'entièreté de la planète déployée là. Je vais faire des tests sur mon système, ça va parler à ma base de données, j'ai vérifié mes choses. OK. Est-ce qu'on peut faire mieux? Eh oui. Première manière qu'on peut faire mieux, on peut utiliser des bases de données en mémoire. Vous êtes avec .NET, donc Entity Framework, une belle manière de faire des bases de données in memory. Que vous soyez avec Hibernate, que vous soyez avec quoi que ce soit. Vous êtes en Mongo, vous avez même une librairie qui s'appelle FigMongo, si vous voulez. Encore là, il y a une limitation. Oui, on vient de descendre à notre portée. On est capable de soudainement tester juste le morceau de code, donc notre repository, notre DAO, qui parle à notre base de données. Mais, pardon, on a encore le problème que ce n'est pas la vraie chose comme en production. Donc, vous allez encore, avec cette manière-là, quand vous allez en production, vous allez encore avoir peut-être des surprises. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont eu ça. Moi, je l'ai déjà eu. Et c'est vraiment pas plaisant de se rendre en production puis de découvrir que finalement, notre base de données ne réagit pas comme celle en mémoire. Et ça arrive plus souvent qu'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2024? On a une super technologie qui s'appelle Docker. On peut utiliser avec la librairie Test Containers, qui permet en fait de piloter des containers Docker au niveau des tests. Et que là, si vous avez une bonne architecture, en fait une bonne infrastructure as code, donc votre base de données est versionnée, vous avez un Flyway en place, ou un Liquibase ou autre chose qui vous permet de versionner votre base de données, c'est super simple de juste démarrer un Docker qui est exactement la même image que vous allez avoir en production de votre base de données. Partez vos scripts de migration au complet, vous allez avoir exactement la base de données dans le même état qu'elle est en production avec toutes les étapes qu'elle a traversées dans sa vie. Pas de surprise. Même version, même chose, même comportement. Et encore là, dans le test moyen, je peux tester seulement un repository. C'est super facile après ça d'aller ajouter des données dans ma base de données, puis de mettre mon système dans mon état. On change. On va parler de tests de contrat d'API. Le plus facile, c'est de tester mon propre API à moi. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire un test. Soyez créatif, vous pouvez y aller avec Swagger, vous pouvez y aller avec autrement, on peut y aller hyper simple. J'ai mon petit client HTTP, je démarre mon application. J'en parle plus loin dans mes règles d'or, mais on va essayer de moquer de manière stratégique notre système pour être capable de tester notre composante sans jamais toucher, sans jamais traverser autre frontière que la partie HTTP. Donc, j'ai un petit client HTTP. J'ai mon service qui est démarré avec les mocks aux bonnes places. Le Dependency Injection va vous aider à venir moquer stratégiquement dans votre système. Et là, vous êtes capable d'aller vérifier que la requête HTTP, je suis désolé, est bel et bien interprétée comme vous le pensez, comme c'est censé se faire, et que la réponse aussi, même chose. On change. Test de contrat avec des systèmes externes. Encore, je reviens avec ma petite composante base de données, puis j'ai un petit nuage à côté qui est le système externe avec qui je parle, donc un autre service. Il y a deux cas. Soit vous connaissez, en fait, soit le code de ce fameux service-là est dans votre environnement, dans votre entreprise, vous avez accès au code, soit il ne l'est pas du tout. Soit chez Google, chez Microsoft, ou peu importe c'est où, vous n'y avez pas accès, vous n'avez absolument aucune idée comment c'est fait à l'intérieur, on est en black box. Si on est en black box, je vous recommande d'y aller avec un WireMock, WireMock.net ou peu importe la version, que ce soit en Java ou en .NET, ça n'est pas important. Ça vous permet de tester votre morceau à vous d'intégration, votre client qui parle de ce système-là, de manière isolée, tout seul, et vous allez écrire un WireMock en fait qui va simuler, qui va en fait, c'est un fake, si on prend les termes de tantôt, donc c'est un fake qui va finalement remplacer le vrai service externe. Il y a beaucoup de risques à faire ça. Okay? Vous pouvez faire ça en fait, cette solution-là, si le système avec lequel vous voulez tester votre intégration, ils ont une bonne communication, okay? Il vous avertit à l'avance quand il y a des changements de contrat, parce que là, vous venez d'écrire une partie de leur implémentation dans vos WireMock. Okay? Fait que faut faire attention, il faut qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'ils vous avertissent à l'avance qu'il va y avoir des changements, puis vous devez être là à jour. Maintenez-les, c'est super important, parce que sinon, vous allez rapidement avoir des faux positifs.
Ça, il n'y a rien de pire que ça, que des tests qui vous disent que tout est beau, puis finalement, ça ne l'est pas. Mais ça vous permet de tester tout seul dans votre coin sans dépendre de l'autre compagnie qui n'est pas capable de faire un service en staging ou en test depuis 6 mois, mettons. Je vois qu'il y en a qui rient. L'autre cas, on est à l'interne. J'ai accès au code base de l'autre projet potentiellement. Je n'ai pas d'affaire à aller jouer dedans, mais j'y ai accès. Je pourrais aller voir. Je peux parler avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2024? Ben, on a 2 manières de faire. Je dirais la manière la plus archaïque. On met tout ça dans un environnement 100% déployé. Mes DBA travaillent là-dessus, mes DevOps travaillent là-dessus, ils entretiennent l'environnement de staging, ça coûte des dollars. Et là, je peux faire des beaux tests qui rentrent dans ma partie publique de mon système, que ce soit le UI ou un API, et ça va traverser l'entièreté du système. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que il y a plusieurs dangers. Premièrement, vous n'avez absolument aucune idée où que ça passe, parce que ça va passer dans absolument tout. Fait que ça vous prend tout, votre base de données, la base de données du voisin, la base de données du 4e voisin, puis de l'autre village. Okay? Fait que quand ça rentre dans le service B, en plus de ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça peut en fait ne jamais sortir du service B, comme ça peut appeler jusqu'au service Z. Puis se rendre dans l'entièreté du système, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe et pas le contrôle. Ça fait des tests qui sont extrêmement durs à maintenir, qui plantent à chaque fois, puis qui nous font perdre des cheveux, puis des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a une nouvelle technologie, plus tant nouvelle, mais encore nouvelle, un peu inconnue, qui s'appelle PAC. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé PAC par hasard? Stagiaire qui lève la main. Cool. PAC, qu'est-ce que ça permet de faire? OK. Ça permet de réaliser exactement le même test qu'avec l'ancienne méthode, sauf que de manière, on vient de descendre la portée, on tombe en moyen. Ça veut dire qu'il y a un consumer et il y a un producer. Donc, exemple ici, mon service A, c'est mon consumer, service B, c'est mon producer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quand je vais écrire mes test packs, je vais écrire mes test packs de consumer comme je les écrirai aujourd'hui. Je vais écrire mes mocks, je vais dire, OK, quand telle route est appelée, avec telle méthode, j'envoie telle affaire, tel body, retourne-moi telle chose. Parfait. Qu'est-ce que PAC va faire? C'est qu'il va générer un faux serveur pour nous qui va répondre selon ce que j'y ai écrit dans mon test, dans mon scénario. C'est super intéressant pour ça. Ça changerait au zéro ma vie pour moi, service A. Je vais écrire les mêmes tests que dans l'ancienne manière de faire. Si, mettons, j'y allais avec un Warmock, par exemple, ou si j'y allais avec une grosse affaire large, je vais écrire à peu près sensiblement la même chose. Sauf que PAC, ce qu'il va faire de plus, c'est qu'il va générer un contrat PAC. Donc, il va prendre l'entièreté de ce que moi j'ai écrit dans mon test. Il va générer un fichier qu'on appelle un contrat PAC, un petit fichier JSON. Puis là, j'ai plusieurs choix. Soit que je peux le mettre, il faut juste que je le mette dans un endroit centralisé, que mon producer va pouvoir aller avoir accès à ce fichier-là. Fait qu'on peut le mettre dans un PAC Broker, je vais en parler juste après, qui est une application web qui est offerte par PAC. Mais si je suis en mono-repo, je peux directement le mettre à la racine de mon repository si je veux. Je pourrais le mettre dans un dossier partagé sur le réseau. Bref, prenez la solution la plus simple pour vous qui fonctionne. Si vous n'avez pas besoin de versionner vos contrats, etc., prenez les plus simples. Si vous avez besoin de versionner et de vous rappeler que le service A il utilise la version 1.2, puis lui, il utilise la version 1.4, puis ça, là, PAC Broker gagne tout son pouvoir. Qu'est-ce que ça va faire côté service B? C'est lui qui est le plus chanceux, c'est le producer. C'est que lui, au lieu d'écrire un paquet de tests, il va en écrire un seul. Il va écrire un test qui dit « J'ai mon API, mon système à moi, mon producer est accessible à telle adresse. Je veux vérifier, dans PAC, je vais dire « OK, je veux vérifier tel consommateur. » PAC va aller chercher le contrat du consommateur, va générer un client qui va exécuter exactement les mêmes choses qui avaient été faites dans le consumer, mais à l'inverse. Il va vous appeler votre API, puis il va s'assurer que vous retournez les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de faire un test de contrat avec un système à l'interne, et je peux le faire 100% dans mon CI avant même de déployer mon système dans quelconque environnement. Je peux amener ça plus tôt dans ma boucle de rétroaction de développement logiciel. Et je n'ai pas besoin de dépendre d'un environnement de staging ou quoi que ce soit. Je chauffe du temps sur mes DBA, sur mes ops, etc. Je suis 100% indépendant, moi, développeur, dans mon petit pipeline, même en local sur ma machine. Je peux savoir si je respecte le contrat, autant comme consumer que producer. PAC Broker, c'est une application web qui est offerte par PAC. Super utile si vous avez des cas plus complexes. Exemple, vous avez des systèmes qui consomment différentes versions de vos API.
ou de vos consommateurs. Fait que là, ça va vous donner toutes les versions, puis ça va vous donner la matrice de consommation en plus. Si vous avez des systèmes à 40 quelques systèmes qui s'appellent, puis c'est spaghetti, vous perdez le fil. Vous avez Pack en place, vous allez avoir une belle matrice avec un beau graphe qui vous explique qui appelle quoi avec quelle version. C'est super intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ça? C'est pas mal ça. OK, rapidement. Encore dans les recettes. Test de composante. Ce que je veux mentionner ici, c'est que quand je teste une composante au complet, j'ai deux manières de faire. Soit je le fais de manière large, mais si je suis capable de le faire en petit, je vais le faire en petit. La beauté de la chose, c'est que justement, si je suis capable de faire des tests avec toutes mes classes, mettons, je vais faire un exemple super concret, j'ai un API avec un back-end, je vais être capable de tester ma composante, mettons, de mon contrôleur jusqu'à mon repository. Et j'ai testé ma composante. Après ça, si j'ai mes tests de contrat, comme j'ai dit tantôt, j'ai mes tests d'intégration de base de données, j'ai mon test d'API à moi, j'ai testé ma composante à 100% avec ma stratégie de test. En plusieurs tests, beaucoup plus bas dans ma pyramide, des rétroactions plus rapides, plus courtes, et j'ai le même niveau de sécurité. Smoke test, les derniers. C'est beau tout ça, on fait plein de tests en amont, etc. On a vérifié le comportement de notre application. Mais il y a encore une chose qu'on n'a pas validée, c'est qu'une fois qu'il est déployé, il est accessible? Est-ce que les firewalls sont là? Est-ce que ci, ça? Donc ça, c'est ma belle étape à la fin, quand que, mettons, pour Panoramix, nous, on utilise Blue Green Deployment. Donc, à partir du moment où c'est que j'ai tout installé, en fait, j'ai tout déployé ma version que je veux promouvoir, que je la mets dans Green. Dernière étape, c'est que je vais faire des smoke tests. Je vais m'assurer qu'elle répond correctement. J'ai peut-être 3 tests, 2 tests, un test. C'est pas important, juste m'assurer que tu réponds-tu. C'est quasiment juste un heartbeat, juste dire, es-tu là? Oui, tu es là, OK, parfait. Et là, après ça, je peux promouvoir ma version Green à Blue et là, changer mon trafic de production. Alors là, comment on peut être agile dans tout ça? Comment on peut être agile dans nos tests? Je vais vous partager quelques règles d'or simples que moi j'aime bien partager dans mes formations de tests. La première, c'est un test automatisé devrait avoir toujours une seule et unique raison d'échouer. Jean-Philippe, ça veut-tu dire ça, que j'ai juste une assertion dans mon test? Peut-être. Ça veut surtout dire que tu n'en as pas 50. Soyez logique, c'est qu'on veut s'assurer qu'un test, il ne va pas tester que je suis capable d'envoyer une facture, je suis capable d'envoyer le shipping, je suis capable de faire... Donc, une chose à la fois, s'il vous plaît. On garde une seule validation, une seule chose par test. Faites plusieurs tests, c'est beaucoup plus intéressant. Il n'y a rien de pire qu'avoir un test qu'il fail. Vous voyez l'assertion, vous voyez dans le message, il est 3 heures du matin. Ah oui, c'est telle affaire, vous allez le régler. Vous roulez le test. Ben, il ne passe pas encore. Ah, c'est la ligne suivante qui ne passe pas. Non, bon, OK. Le deuxième assert, il ne marche pas. Ah, surprise. Là, vous êtes plus malin rendu à 3 heures du matin. Un test automatisé doit être indépendant et autonome. Je suis convaincu ici qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu des suites de tests que quand vous les exécutez dans différents ordres, il y en a qui passent, puis il y en a d'autres qui ne passent plus, puis là, ça change, puis là, vous ne comprenez pas, puis vous dites, mais pourquoi? Il y a plein de raisons qui peuvent faire ça. C'est soit que vos mocks ils restent dans le temps entre vos classes ou entre vos tests. Vous avez des tests qui mettent le système dans un certain état, qui après ça, l'autre test à côté, il prend pour acquis qu'il va être là, puis vous n'avez pas prévu le coup. Bref, il y a plein de raisons de faire ça. Faites attention. C'est vraiment important. Quand vous exécutez vos tests, quand vous les écrivez, assurez-vous qu'ils sont vraiment indépendants et autonomes. Resettez vos mocks. Videz votre base de données si vous avez mis des données dedans. Tout ce genre de choses-là sont hyper dangereuses. Ne jamais automatiser un test conçu pour être manuel. Donc, un test manuel, on ne prend pas ça blindly, là, aveuglément, puis on n'essaye pas d'automatiser ça. On peut les automatiser, okay, mais il y a une petite recette à prendre. Moi, ce que je vous dis, c'est quand vous prenez un test manuel, vous en avez sûrement tous déjà vu, il y a à peu près 95% des étapes qui sont pour mettre le système dans l'état qu'on a besoin, puis il y a à peu près 2 étapes pour faire la fameuse validation qu'on va aller tester. Si vous voulez automatiser un test manuel, vous devez comprendre c'est quoi le scénario. Vous devez comprendre c'est quoi toutes les étapes qui mettent le système dans son état. Puis là, test manuel, c'est test large. On clique dans l'application, on fait des appels sur l'API. Trouvez d'autres manières, beaucoup plus simples. Allez directement en base de données, sautez des étapes. Vous avez le droit de le mettre dans l'état que vous avez besoin le plus simple possible, le plus rapidement possible. C'est ce qui est recommandé. Et aussi, un test manuel, souvent, fait beaucoup de choses, teste beaucoup de choses en même temps. Explosez-le en plusieurs petits tests. Ça va vous aider grandement. Toujours viser la plus petite portée démontrant l'échec.
Si je suis capable de faire un test d'acceptance en petit, allez-y. Compliquez-vous pas la vie. Essayez pas de coller un type de test à une portée. Toujours viser la plus petite portée parce que vous allez avoir des boucles de rétroaction beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides. Donc, ça va accélérer votre développement et vous allez être plus efficace. Ça, c'est même les gens qui sont habitués de faire des tests automatisés, souvent ils la skippent celle-là, alors il faut la rappeler. Toujours faire échouer votre test en premier et ensuite le faire réussir. Moi, je suis même un peu fou là-dessus. OK? Je vais même aller modifier le code de production. Si j'ai écrit mon test par après, par exemple, je vais aller modifier mon code de production à l'endroit que je m'attends à ce qu'il faille, puis souvent j'ai des surprises. Ça m'arrive encore. Alors, le meilleur truc pour toujours faire échouer son test en premier, mais c'est sûr que si vous faites du TDD, il n'y a rien de mieux. Vous allez écrire vos tests en premier, puis après ça, vous allez faire votre implémentation. Ça vous le force. Mais si jamais vous ne le faites pas, faites attention. Assurez-vous de toujours le voir rouge, au moins une fois dans sa vie, votre test, pour la bonne raison. Vous allez avoir des surprises, j'en suis convaincu. Adaptez-vous à votre contexte. OK. Je fais des formations en tests automatisés. J'aide la BDC depuis 3 ans avec leurs tests automatisés. J'en ai vu de toutes les sortes. Des gens qui ne savent même pas c'est quoi un test unitaire, qui me disent un test unitaire, puis c'est un test large, qui testent l'entièreté de l'application. Bref, adaptez-vous à votre contexte. N'arrivez pas avec la grosse recette, avec les packs, les ci, les ça, si quand vous devez expliquer à quelqu'un c'est quoi un test unitaire. OK? Fait que faut s'adapter au contexte. Puis ensuite, ça aussi, l'autre côté, c'est que selon vos besoins, votre stratégie va changer. Je rentre dans une équipe demain matin, on fait une migration d'un système qu'on n'a pas du tout le contrôle. Je suis en black box complet, je n'ai aucune idée comment c'est fait à l'arrière. Il faut livrer dans 6 mois. OK, qu'est-ce que je peux faire avec mes tests pour m'aider à aller vite? Faites les tests les plus hauts possibles dans la pyramide. Là, je viens de tout péter ce que je vous dis depuis tantôt, mais vous allez faire les tests les plus hauts dans la pyramide. Je vais dire, OK, là, j'ai 6 mois pour livrer quelque chose. Je vais faire des tests ultra larges volontairement, ce que je vais appeler des tests de safety net. Je cherchais le mot en français. Filet de sécurité, voilà. Alors, des tests de filet de sécurité, juste pour moi mettre le truc en place. Je ne regarde même pas si c'est correct ou pas. Je fais juste tester le système comme il est là. Je ne me pose pas de questions. Je mets un filet de sécurité en place, puis après ça, je peux faire la migration. On s'adapte au contexte. Là, je viens de tout péter les règles, je vous ai dit tantôt, mais le contexte, s'il demande d'aller vers là volontairement, on n'a pas le choix. C'est la meilleure manière à faire. Et après ça, faites évoluer ces fameuses suites de tests-là trop larges pour plus bas. Ramenez-les par après. Les scénarios sont là, ils sont intéressants. Écoutez vos tests. Ah oui, ça. Quand vous allez écrire vos tests, puis là, j'en entends souvent là, des gens qui commencent à écrire des tests automatiques. Ah, c'est difficile, c'est long à écrire. Ouais, mais pourquoi ils sont longs à écrire? Pourquoi ils sont difficiles? C'est peut-être ton architecture en arrière qui rend ça difficile. Ah, c'est peut-être parce que tu as des forces d'attraction entre tes classes que tu n'assumes pas, puis que tu essayes de les tester séparément, mais finalement, c'est tellement fort qu'il faudrait que tu les testes ensemble. Écoute tes tests, ils te parlent beaucoup. Ils vont te donner une grosse rétroaction sur ton architecture, sur ton design, et aussi sur ton choix de portée et ton choix de type de test. Écoutez-les, ça va vraiment vous aider. Toujours prioriser le comportement et non l'implémentation. En TDD, c'est facile, on n'a absolument aucune idée de l'implémentation encore, on n'en parle pas. Mais quand on écrit les tests par après, c'est hyper difficile d'avoir la doctrine de complètement oublier le code qu'on vient d'écrire, puis de tester seulement le comportement. Donc, vous devez tester seulement ce qui est public sur votre classe ou sur vos méthodes. Vous dites, je donne X, je m'attends à Y. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire en arrière, mais je te donne X, je m'attends à Y. Ça, c'est on teste le comportement uniquement. Ça va vous sauver beaucoup de problèmes. On ne teste pas de méthode privée, évidemment. Traitez vos tests comme votre code de production. Et moi, j'irais même plus loin, je vous dirais que traitez tout votre code comme si la prochaine personne qui va passer sur votre code, c'est un psychopathe tueur en série qui va le regarder à 3 heures du matin. Habituellement, c'est un bon gauge pour vous dire si cette personne-là, à 3 heures du matin, etc., regarde mon code dans un bug, puis que le feu est pris, puis qu'il est content, c'est que j'ai un bon code. Ma petite règle de clean code. Ensuite de ça, encore là, comment on peut être agile? Ayez des bons réflexes. Vous avez des classes, là, des fois, vous allez avoir des forces d'attraction. Assumez-les. Vous avez 2 classes, puis ça, vous allez le voir. Des fois, vous écrivez les tests de la classe A, puis vous êtes en train de vous rendre compte, vous êtes peut-être en train d'écrire l'implémentation de la classe B dans vos mocks. Red flag immense, arrêtez tout ça. Peut-être que la force d'attraction est trop forte dans la classe. Testez-les ensemble, rendu là, si la force d'attraction est trop forte. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait voir aussi, potentiellement. Exemple, quand je écris les tests de la classe, quand je modifie la classe A, étonnamment, je modifie les tests de la classe B. C'est bizarre. Pourquoi je suis obligé de faire ça?
peut-être que les classes s'aiment trop un petit peu. Puis là, c'est soit un problème d'architecture, ou soit sinon, c'est un problème de choix de test. Tester l'ensemble, des fois, c'est plus simple. Contexte, je ne le répète pas assez, là, mais il faut vraiment s'adapter à son contexte. Okay? Fait que faites attention, vous devez choisir les bons réflexes selon votre contexte. Je ne peux pas dire plus que ça, c'est vraiment ça. Ensuite, être stratégique pour moquer. OK. Je reprends une de mes recettes tantôt. Quand je teste mon API, puis je vais tester ma partie là, de conversion de requête HTTP à mon code, moi, j'aime bien être stratégique dans mon mock à cet endroit-là et de moquer pas mon contrôleur, mais la couche juste en dessous. J'explique pourquoi. C'est qu'avant, je moquais mon contrôleur, puis après ça, je refaisais des tests unitaires de mon contrôleur, et je me suis rendu compte que j'écrivais les mêmes maudits scénarios dans les deux places, puis je dupliquais mes tests, et j'écrivais plein d'implémentations de mock. En fait, je réécrivais l'implémentation de mon contrôleur dans mes mocks pour mon premier test de contrat, puis après ça, je retestais mon contrôleur. Soyez stratégique. On moque une coche plus bas, je teste mon contrôleur avec ses vraies fonctionnalités. Mon DI me rend ça hyper facile. Comme ça, j'ai des beaux tests de contrat qui, en même temps, vont tester mon contrôleur à 100%, qui, en théorie, ne devrait avoir aucune logique à part juste prendre la traduction et envoyer ça à votre domaine d'affaires. Même chose pour la base de données. Base de données, moi, dans mes logiciels, souvent, je le découpe en deux. J'ai souvent un DAO et un repository. Un repository, son objectif, c'est de faire la traduction entre mon domaine et le monde de la base de données. Et l'autre côté, le DAO, c'est seulement de piloter la base de données. Je les teste ensemble. C'est inutile, sinon, de les séparer. Je vais toujours les moquer stratégiquement pour tester les deux ensemble. Évolution des tests. Oui, des fois, on va écrire des tests au départ qui vont avoir une certaine portée, mais dans le temps, ils vont évoluer. Le cas le plus probant, c'est que vous avez un système, vous avez des frontières souples que peut-être vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous l'étiez, et à un certain moment donné, vous dites « OK, ce morceau-là, je veux le sortir en microservice. » Ah, bien là, vos tests vont évoluer. Ils étaient probablement tous petits à ce moment-là. Ils vont peut-être évoluer vers des moyens, vers des tests de contrat en pack, mais les scénarios sont encore là. Alors, vos tests vont évoluer, ça aussi. Ayez les bons réflexes. Tendre vers le 100%, mais sans l'atteindre. C'est extrêmement coûteux de se rendre à 100%. Okay? Et on va plutôt essayer de tendre vers, visez-le, essayez d'aller le chercher, mais comme une étoile, on ne s'y rend jamais. Ça, c'est un autre bon réflexe que je vous recommande. Red flag. Bien là, il y en a plusieurs des red flags. J'en ai déjà dit quelques-uns. Vous êtes en train d'écrire l'implémentation d'une autre classe dans les mocks de vos tests. Ça, c'est un immense red flag. Ensuite de ça, si vous avez des tests qui, dépendamment de l'ordre que vous les exécutez, plantent, ça veut dire que vous avez des tests qui ont des impacts sur d'autres tests. Faites attention à ça. C'est pas mal ça, rapidement. Boucle agile. Bien, écoutez, le processus qu'on fait pour le développement logiciel s'applique aussi pour les tests. On planifie notre stratégie de test. On va faire du design, on va les développer, on va les tester, nos tests. Je l'ai dit tantôt, on les fait failler au moins une première fois. On va les réviser, puis on va lancer tout ça, et on retombe dans la boucle de rétroaction. Okay? Si vous connaissez les boucles de rétroaction TDD, que je ne présente pas aujourd'hui, ça devrait vous lever quelques sons de cloche. Et ensuite, 2024, qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Bien là, on parle il y a deux choses qui font bien du bruit. L'info nuagique. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'info nuagique au niveau des tests auto? Bien, si vous avez une suite de tests, quand elle est exécutée, elle prend, je ne sais pas moi, disons 50 minutes, OK, pour 50 tests. Bien, avec l'info nuagique, si vous paralysez vos tests, s'ils sont paralysables, on s'entend, vous êtes capable peut-être de descendre ça à 1 minute. Partir les 50 tests en même temps de manière parallèle, puis soudainement, au lieu d'avoir 50 minutes de tests, on peut les faire en 1 minute. Gardez ça en tête. Maintenant, aujourd'hui, si c'est possible de le faire, il y a des coûts rattachés à ça, évidemment. Vous devez payer le temps de processus au niveau du cloud. Mais ça peut être vraiment très utile dans des situations particulières. Si vous avez des grosses suites de tests, il y a plein de choses qui se font. Par chance, il y en a qui peuvent être exécutées en parallèle. Pensez à peut-être utiliser l'info nuagique. Et l'autre, le buzzword que je suis un peu tanné d'entendre, mais qu'on entend beaucoup, qui est intelligence artificielle. Ça peut être super utile au niveau de vous assister dans l'écriture de vos tests. Okay? Que vous y allez avec un copilot ou autre chose, ça peut être utile. Faites attention, comme dans tout outil d'intelligence artificielle, il n'est pas là pour vous remplacer, il est là pour vous aider. Donc, continuez à être intelligent. Et l'autre chose, vous allez voir aussi, on en entend parler, il y a commence à avoir des suites là, ou des offres en fait de services où c'est que l'intelligence artificielle écrit vos tests à votre place à 100%. Ça existe, c'est payant. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu fonctionner. J'attends toujours, mais on va voir, si jamais, ça va peut-être évoluer. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à ma conférence, puis je vais prendre des questions avec plaisir.
Pour ceux qui ont des questions, il y a un monsieur en arrière qui va se promener avec un micro. Donc, juste si vous avez des questions, s'il vous plaît, les posez dans le micro, puisque le tout est enregistré. Ah, ben, s'il n'y a pas de questions, ça devait être là. Ah, il y en a une question, deux questions. Ça va pas long, le micro s'en vient. Tu as parlé de mock versus un environnement de test qui mock ta prod, en gros. Là. Ouais. Je ne me rappelle plus le mot que tu as utilisé. Comment convaincre les gens que c'est aussi fiable, les mocks puis les produits que tu utilises, qu'avoir, mettons, un environnement d'acceptation, un environnement d'édité qui réplique au complet ta prod puis qui coûte très cher, finalement, à entretenir? C'est une excellente question. La réponse à ça, c'est le temps. C'est bizarre à dire, mais vous allez mettre la stratégie de test, puis vous allez vous-même construire une confiance envers vos tests qui devrait être, en fait, tranquillement partagée par vos pairs. Les tests, initialement, habituellement, quand on les met en place, c'est pour accélérer le processus de développement logiciel. Okay? C'est le premier gain qu'on va voir, habituellement, c'est qu'on est plus rapide, on est capable de livrer du code plus rapidement, on est moins souvent en train d'éteindre des feux. La première métrique qu'on va voir dans les fameuses métriques de ROC qu'on va voir descendre, c'est elle. Ensuite de ça, ben là, avec le temps, les gens vont gagner en confiance avec les tests. Et là, soudainement, c'est là que les gens voient comme « Ah, OK, il n'y a pas juste le gain de performance, mais il y a aussi le gain de stabilité. » Puis là, tu vas aller chercher ce que tu viens de me parler, qui est plus long, effectivement, qui est plus long. Oui. Il y avait une deuxième question ici. Merci. Oui. Nous, dans notre application, on est quand même bien couvert au niveau des petits et des moyens tests. Puis au niveau des larges tests, on en a quelques-uns. On utilise Playwright. Oui. Puis on utilisait Test Café avant. Puis on a comme un enjeu parce que la règle d'or d'avoir un test là, qui est indépendant, puis tout ça, on les suit. Sauf que c'est vraiment comme très coûteux et très long parce que faut créer une nouvelle. Nous, c'est des formations qu'on fait. On crée une nouvelle formation, on crée un nouveau site pour que les gens, à chaque fois, ça prend plusieurs minutes. Puis ça fait aussi qu'on a des choses qui faillent pas en prod parce que justement, à chaque fois, on fait des opérations qu'on fait une fois par mois, qu'on fait rarement, puis là, on en fait 10 dans la même seconde. Là. OK. Fait que je me demande, est-ce qu'on devrait faire une entorse à cette règle-là? Quand est-ce qu'on... Ça revient à ma règle de s'adapter au contexte. J'aurais tendance à dire qu'ici, il faut regarder votre contexte puis s'adapter à la dite chose. Moi, ce que j'aurais tendance à regarder, c'est quoi l'objectif de faire ces fameux tests-là avec Playwright, puis est-ce qu'ils sont atteints? S'ils sont atteints comme ils sont là, écoute, tant mieux. S'il faut simplifier aussi, c'est une autre manière de faire. Mais je vais faire une petite parenthèse. Tes tests actuellement, juste parce que tu viens de me dire, me parlent un petit peu qu'il y a peut-être un peu de travail au niveau des opérations, d'automatiser l'opération du système pour rendre ça plus facile et aussi plus répétable dans le temps, que vous le faites 10 fois dans la seconde, que vous le faites une fois par mois. C'est le même truc automatisé, puis c'est la même chose qu'en production, que quand vous partez un système pour vos tests. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Ça, c'est une autre chose que j'entends. Okay. Merci. Est-ce que ça répond? Oh, oui. OK. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ben, merci beaucoup. Puis, bon, j'ai le tour, tout le monde.